Avec Claude Chabrol, je ne vais pas vous faire l'injure de présenter Claude Chabrol, réalisateur de cinéma, donc on ne le présente plus. Il a 77 ans depuis le 24 juin, donc il ne peut plus lire Tintin. Et il en est bien triste. Il a 54 films à son actif. Bonjour, monsieur Chabrol. Bonjour, bonjour. Le nouveau film qui sera mercredi sur les écrans, c'est La fille coupée en deux. On va parler du film, bien sûr, et puis du reste. La vie qu'il mène, ses goûts, ses coups de cœur et ses détestations. La fille coupée en deux, donc c'est votre 54e film de cinéma. C'est la tartine de foie gras qui est coupée en deux. Absolument. Est-ce qu'il est bon au moins? Il est bon. Très très bon. Pas mal. Alors, sauf erreur, quand on rencontre Claude Chabrol pour la première fois, ce qui frappe, c'est ce besoin qu'il a de rire de tout, y compris de lui-même. Il se dit incapable de résister au plaisir d'un bon mot ou d'une pitrerie. Mais Chabrol n'est pas qu'un provocateur médiatique. C'est d'abord un cinéaste exigeant et précis, admirateur entre autres de Fritz Lang, Renoir, Hitchcock. Et les personnages qu'il met en scène sont beaucoup plus ambigus que celui qu'il s'est composé pour lui-même. On les voit souffrir, prisonniers de leur milieu social, proches de la rupture. Souvent, ils finissent mal. Autant l'homme est sympathique et débonnaire, autant ses films sont cyniques et tranchants. Alors, y a-t-il paradoxe? Claude Chabrol, comme tous les créateurs, reste un enfant, mais enrichi par l'expérience. C'est donc en retournant voir l'enfant qu'il a été qu'on a une chance de trouver la clé. Il est né en 1930, fils unique, issu d'une lignée de petits notables creusois venus s'installer à la capitale. Avec un père pharmacien, son avenir semble tout tracé entre pommade et gélules. Mais à l'âge de 9 ans, le cours de sa vie bifurque. La guerre éclate et elle ramène le petit Parisien à ses origines. Fais l'acteur que je suis filmé là. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, bah tiens, j'ai pas vu la tronche que ça. Sinon la porte là. Pendant la guerre, mes parents m'ont laissé là. De 39 à 40. Ils m'ont laissé ici. Je ne sais pas s'ils avaient peur que ça bombarde ou je sais quoi. Et en 40, ils m'ont laissé ici aussi parce qu'ils ne voulaient pas que je remonte. Oui, je suis resté tout seul avec ma grand-mère et on avait quelqu'un qui aidait ma grand-mère, ce qu'on appelait une bonne à l'époque, et qui était une fille formidable qui s'appelait Marie et qui a remplacé ma grand-mère quand elle avait des faiblesses. Ma grand-mère avait tendance à picoler. Ça devait être douloureux d'être séparé de sa famille. De ses parents pendant la guerre? Oui, c'était bizarre comme sensation. Oui, c'était douloureux, mais en même temps, bon, j'ai un truc, c'est que j'essaie de voir ce qu'il y a de bien dans ce qui arrive. J'ai un tempérament optimiste. Oui, c'était douloureux. J'ai eu des moments de... Mais pas de cafard, c'était un peu de tristesse, et puis je me disais, et puis merde, bon, pas là, bon, profitons de ce qu'on a, quoi. Le fait de ne pas aller en classe, c'était formidable, de travailler à la maison, ça me donnait une espèce de... Bon, ça a des défauts par ailleurs, ça m'a donné un côté pétroleur imbécile, mais quand même, c'était bien, c'était une bonne chose. Et j'étais content de les revoir, c'est toujours pareil. Bon, quand ils venaient, c'était une vraie fête. Mais ensuite, quand même, je me suis retrouvé, quand je suis rentré à Paris, je me suis retrouvé à la maison, et j'avoue que je n'ai eu de cesse d'affirmer mon indépendance. C'est pour ça que je me suis marié très jeune, finalement. Tout ce qu'un gosse vit entre 10 et 15 ans, oui, ça laisse des traces. Oui. Et puis de toute façon, c'est là où j'ai connu l'acte sexuel. Alors c'était important aussi. Je connais qu'une fille qui avait 2 ans de plus que moi. C'était le prestige
du fait que j'étais reçu premier du canton quand même avec 2 ans d'avance à mon certificat d'études, excusez-moi docteur. Bon, c'est quand même quelque chose. Alors j'avais un prestige, j'étais un petit coq. Et j'avoue que je me suis dit, puis là 13 ans, hein, c'est un peu jeune, parce que et en plus je disais, j'étais en train de lire Madame Bovary, là, et je me souviens que ces puces-là, quand je suis rentré, j'avais hâte de revenir lire Madame Bovary. C'est ridicule. Bon, oui, ça n'a pas dû être triomphal, cette première tentative. Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée? J'ai eu beaucoup de chance parce que pendant la guerre, j'étais un gros lecteur, hein, et pendant la guerre, j'ai fini par trouver des gens qui m'ont... Je me suis fabriqué une espèce de culture bizarre, à base de romans populaires que je trouvais chez Christine et Baptiste, qui étaient des anciens domestiques de mes parents, qui avaient une petite maison et qui lisaient comme des diables aussi. Mais ils lisaient Paul Féval, Eugène Sue et tous ces trucs-là. Mais très bien, c'est très intéressant, c'est tout à fait passionnant. Il y avait les Goncourt qui étaient chez tous les prix Goncourt ou presque, qui étaient chez le notaire. Et j'ai trouvé des polars chez le pharmacien. Et j'ai trouvé également des polars et quelques science-fiction parues avant-guerre chez les grands, qui étaient des gens qui étaient des gens de Cerdan, qui aimaient lire aussi. Quand les gens aiment lire, ils achètent des livres. Et quand ils achètent des livres, ils s'ouvrent l'esprit. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous savez qui est Honoré de Balzac? L'écrivain. Oui, c'est un romancier du 19e siècle qui a essayé de composer son œuvre comme un tout pour en faire la peinture de la société de son époque. Mais je vous en reparlerai plus tard. Je vous relis la dictée. Nom de Dieu. Alors ça, bon, que dire que je m'en souviens pas du tout de ce truc, mais enfin, il est... Ah si, ça y est, je m'en souviens. Oui, c'est bien celui-là. Je voyais plus grand. Hein. Bon. Ah, des photos, nom de Dieu. Oh là là. Celui-là, je ne sais plus qui c'est. Ah ben ça, c'est une photo très rare, parce que c'est quand j'étais... j'avais fait ma décalcification du col du fémur, et je ne pouvais pas marcher, et j'avais fait ce truc qui est absolument nul, mais étant donné que je l'avais fait sans marcher, en marchant sur mes fesses, quoi, comme ça, il m'avait donné un petit prix. J'ai toujours eu de la veine. Voilà. Ça, c'est ma mère, oui. C'est ma mère quand elle était jeune, elle est pas mal, hein. Ah, pas mal. Elle était intelligente, vraiment. Mais elle était très amateur de paraître, quoi. C'est peut-être ce qui m'en a dégoûté définitivement du paraître. C'est de trouver ça un peu ridicule, quoi. Non, du Porto. Oui, oui, Porto. À quel peintre doit-on la toile, La fileuse endormie? Voilà le Porto. Merci, ma chérie. Tu nous sers? La tour? Non. Gustave Courbet. Vous n'en prenez pas, Elisabeth? Non, je ne tiens pas. L'haltérophilie? Correct. Vous êtes contente de votre nurse? Oui. Elle est parfaite. À la limite, nous avons l'impression d'être des intrus.
C'est toujours le problème, ou bien elles sont accaparantes, ou bien elles sont incapables. Tu te souviens, Frédéric, de cet Allemand qu'on avait eu pour Antoine? Ne m'en parle pas. Elle était parfaite, mais tellement chieuse. Pardonnez-moi l'expression, c'est tout juste si j'avais le droit de voir Antoine. Tu exagères. Ah, alors, ah oui, ça c'est drôle, ça. Alors, pendant la guerre, je faisais mes petites affiches. Bon, alors, donc c'est des heures entre 10 et 14 ans, mais il faut dire que je ne suis pas un artiste graphiste admirable, mais j'avais le sens du générique. Maribel, qui était de tous les sketchs, était effectivement en tête dans Carnet de bal. Hein. Et alors, par contre, je m'aperçois que je ne m'intéressais pas du tout au metteur en scène. Là. Il n'y a que les acteurs. Alors, Rému, en gros, Pierre Freinet, Oran de Mazis, non. Et là, non, je respectais complètement les génériques. Hein. Ah non, ça, je suis fier de... Oh, je suis content d'avoir retrouvé ça. La famille du raton. Oui. Alors ça, ce film, là, L'avion de minuit, que je n'ai jamais revu, c'est un film de Kirsanov, est une très belle chose et impossible, j'en ai parlé à tous les types de la télé, des choses comme ça, impossible de retrouver L'avion de minuit. Et c'est dommage, parce que j'en avais un souvenir formidable. Oh la vache. Oh, Capolard, ça, je me souviens plus du tout. Alors. Oh. Mon Dieu, ça, je savais pas que j'avais tout ça. Oh la vache, ça c'est aussi acte 1, premier tableau. C'était quoi ça, acte 2, monsieur? Ça devait être des pièces que je construisais, oui. Votre acte n'est pas mal. Quoi comme... Ah oui, c'était des critiques. Note 10 sur... Par contre, artistiquement... Oui. Ça, quand je pense que... Ouais. Alors, récapitulons. Une situation de notable, un esprit indépendant, la société figée d'une petite ville de province, tout ça allié à une passion pour la littérature et le cinéma. Tous les ingrédients du cocktail chabrolien sont là. Il ne manque plus que le détonateur. Oh, c'était le cinéma, nom de Dieu. Ah, ben, j'ai pas souvenir que ça existait la dernière fois que je suis venu. Ah voilà, cinéma. Voilà, c'est ça. Cinéma. Le cinéma, c'était l'idée de Georges Mercier, qui était agent voyer. Et il s'emmerdait un peu. Il a eu l'idée de monter un cinéma en 16 mm qui projetterait des films qu'on louait, enfin, qu'on louerait à droite et à gauche. Alors, il m'a chargé de faire la collecte et j'ai été très bon parce que je me souviens à l'époque, c'était une société anonyme au capital de 75 000 francs, ce qui était pas mal en 1941. Alors, je crois que les deux ou trois premières projets, c'est lui qui les a faites. Et puis, après, j'en ai fait pendant 15 jours. Et ensuite, on a trouvé un garçon formidable, qui s'appelait Charles Aurore, qui était le fils du chiffonnier, qui était doué et qui est devenu notre opérateur officiel. Et le premier film qu'on ait passé, c'était Prends la route, de Jean Boyer, si mes souvenirs sont exacts, avec Pile Sétabé. Prends la route, mon petit gars, prends la route et ça ira. Il y avait une autre chanson qui était connue, qui était « Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte ». Mais c'était pas mal. Bon, j'ai reposé le truc parce que sinon je vais l'oublier. Ah, c'est au point presse maintenant. Tiens. Pneumatique, freinage, batterie, amortisseur, un garage, restait toujours un garage. Et le premier plan que j'ai tourné du Beau Serge, je l'ai tourné d'ici. J'ai fait un petit rail, bien sûr un petit rail, alors qui allait, mais c'était pas fleuri comme ça, c'était découvert là, qui allait d'ici à peu près, et qui accompagnait le gars
Jusque-là, il y avait des vieux tonneaux au piano. Ils soufflaient dans le tonneau et ils sautaient. Et ça a été mon premier accord sur le type qui saute. Et j'avais fait un autre ami en descente où le père Rabier s'est cassé la gueule. À la fin, parce qu'on n'a pas pu retenir suffisamment, parce que la descente est assez costaud. Où Brialy envoyait un bâton dans un arbre. Dans un noyer, voilà. C'est le premier long métrage. Et ça a été le premier truc officialisé, quoi. Alors, mais j'avoue qu'on n'envisageait pas cette notion de groupe et cette notion de vague, ça me plaisait pas, moi, en plus, parce que c'était s'opposer les uns aux autres, c'était pas bien. Je me souviens d'avoir fait, à l'époque, au Festival de Cannes, en 58, je crois, oui, ça, oui. 58, oui. J'avais fait un article qui se terminait par « Il n'y a pas de vague, il n'y a que la mer ». Beaucoup d'allure. Non, c'était énervant, la nouvelle vague. En plus, on sentait la récupération politique arriver à plein nez. C'est-à-dire que parce que c'était l'arrivée de la Ve République. Alors, la nouvelle vague, nouveaux jeunes intellectuels, la France repart. Ouais, deux frics, vous êtes tous des cons. Un jour, ce sera tous votre fête. Paul, donne-moi les clés de la voiture. Hein? Les clés. Ah, mais c'est une très bonne idée. Écoutez-moi toute bande de cons. On va aller faire une petite balade en voiture, hein? On va bien rigoler avec de vous. On détestait une certaine façon de concevoir le cinéma, c'est-à-dire tous les films, on les a déterminés après, on les a définis par les films avec des Barambier. Alors Barambier, c'était sur les affiches, il y avait Jean Gabin, Barambier, Michel Morgan, Barambier, Pierre Brasseur, dans un film, scénario Orange Boss ou le machin comme ça, dans la loi. Et le drame, c'est qu'on savait que dans tous ces films Barambier, finalement, on ne sait pas qui avait eu envie de faire le film. Si c'était le producteur, si c'était les acteurs, si c'était le metteur en scène. Hein. On ne savait pas qui avait eu l'envie de départ. Et très souvent, c'était personne. Alors c'est pour ça qu'on aimait tant Renoir, et puis que, bon, finalement, Renoir, Becker, Fuchs, il y a pas mal de cinéastes qu'on aimait bien. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien Clouzot aussi, mais... C'est pas épouvantable, c'est normal. Mais pourquoi êtes-vous comme ça? Tout le monde est comme ça. C'est pas vrai. Vous êtes comme des animaux. On a l'impression que vous n'avez aucune raison de vivre, aucune. On n'en a pas. Et où est-ce qu'on ira la chercher? Tous ceux qui travaillent gagnent à peine de quoi vivre. La terre, c'est du granit. Ils travaillent, oui. Ils travaillent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Tiens, viens voir. Regarde ça. Ils ont presque tous plus de 5 km à faire pour rentrer chez eux. Et bientôt, ils auront de la neige. Jusqu'aux genoux, peut-être. Et ils veulent encore apprendre à lire. Oui, on est des bêtes. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'en fout. Alors ça, c'était l'hôtel Chaunier. La sortie de l'école, c'est filmé du premier étage de la chambre de Brialy était, si mes souvenirs sont exacts, la troisième. Mais cela dit, l'école n'avait pas ces développements. Ça, c'est la maison Auclair. C'était la maison Auclair. Ah ouais. Ça a changé quand même. Ah ouais. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait dans l'hôtel Chaunier du temps où vous étiez gamin? Ah oui. Alors, c'était pendant la guerre, les représentations c'était des spectacles pour les prisonniers.
Alors on faisait ça là dans la salle de bal, quoi, l'estrade. Et j'ai joué 2 pièces de La Biche, 2 pièces en un acte. Maman Sabouleux, où je faisais une petite fille, et l'autre c'était Le Petit Voyage, où je jouais Auguste le garçon. J'avais un gros succès, j'étais très cabot. Ça n'a pas changé. Claude est prêt à tout juste pour faire un bon mot, mais un bon mot, c'est d'abord un mot juste. C'est peut-être pour ça que très jeune, il a été séduit par un auteur prestigieux. Cette influence le conduira peu à peu à prendre ses distances avec le réalisme. Quand j'avais 6 ans, 6-7 ans, les bouquins pour apprendre à lire, c'est des morceaux choisis. Hein. Et alors, il y avait Rodrigue as-tu du cœur, un truc qui ça m'avait plu. Et j'ai demandé à mes parents s'ils avaient des pièces de Corneille, des trucs de Corneille. Et c'est l'époque où je parlais de Shakespeare aussi. Mais Corneille, ils m'ont dit oui. Alors ils m'ont passé un bouquin et ils pensaient que au bout de 10 minutes j'allais m'endormir. Et pas du tout. J'ai passé une journée entière à lire. Alors il y avait les quatre grandes pièces. Le Cid d'Horace, Simna et Polyeucte, et j'ai lu les 4 à la suite. Bon, de temps en temps, je m'ennuyais un peu, mais le plus souvent, j'étais passionné, et le rythme la musique de l'Alexandrin m'avait beaucoup frappé. Alors, je crois que c'est cette connaissance précoce de Corneille qui me l'a fait aimer par la suite. C'est que j'ai jamais perdu de vue. Une main qui nous fut bien chère venge ainsi le refus d'un coup trop inhumain. Régnez, et surtout, mon cher frère, gardez-vous de la même main. C'est un polar. La barque à ce mot lui coupe la parole. C'est vous qu'en coupable il me faut regarder. C'est vous, désormais, dont je me dois garder. Quoi? Vous me soupçonnez? Oui, j'ai une grande passion pour Corneille parce que ses défauts font partie des défauts que je trouve particulièrement pardonnables, une espèce de petite étroitesse d'esprit provincial, mais ça c'est pas grave, et en même temps animé à l'intérieur de lui-même par des grandes choses, et avec un sens de la formule absolument hallucinant, et comment dire, sous cette apparence de grande sécheresse, on peut dire, au fond, une âme très, très enfantine. J'ai souvent essayé d'imaginer un type comme Corneille, pas seulement lui, mais vivant de nos jours, voir comment il se comporterait. À mon avis, ça serait un gros rigolard. Parce que toutes les choses qu'il retenait, toutes les barrières ont sauté depuis longtemps, donc je crois que ce serait un gros rigolard. Pour être un jour aimé de toi. Ça, c'est l'auberge du cheval blanc. Et tous les matins. Ça commence fort. Ah, ouais. Non, mais là, je l'emmerde jusqu'au moment où j'ai pris mon petit déjeuner. Après, je suis calme. Mais avant... Et ça dure combien j'y vais le plus vite possible parce qu'elle me fait taire, là. Des armes. Une autre. Qu'est-ce que je chante? Oh, combien perfides sont les femmes. Je le chante à la manière d'André Boget, qui était un baryton léger, qui avait comme caractéristique d'avoir eu un poumon perdu pendant la guerre de 14 dans les tranchées. Donc il avait du mal à respirer. Et mon grand plaisir, c'est de chanter à la manière d'André Boget. Bon, je peux le faire un coup. Bon, alors tu y es. Oh, combien perfides sont les femmes. Oh, comme elles savent nous maudire. Oh, combien l'amour est chose infâme. Rien ne nous fait d'autant souffrir. Et alors, moi, j'ai beaucoup de mal, je souffre, mais enfin, je ne lui dirai jamais. Enfin, si je lui dis maintenant, de toute façon, elle sait bien que... Hein.
c'est qu'elle fait des grimaces épouvantables. Elle fait « Ah !» c'est bon. Voilà. Oh. Ouais. Je m'amène, je dis « Pour être un jour aimé de toi !» Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire? Je vais bouillir 4 heures. Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Oui. Vous êtes une fine gueule, vous? Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr. Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Moi, je peux pas, le conflit. Le moindre conflit me... Bon, je crois que ça vient du fait que le conflit me pousse à gagner. Et donc, je ne me vois pas, surtout sur un tournage, pas vainqueur du conflit. En plus, je trouve que les dés sont pipés, puisque je suis le metteur en scène, c'est moi le patron. Donc, je ne peux pas créer de conflit. Et si quelqu'un de l'extérieur essaie de créer un conflit, enfin, extérieur à moi, essaie de créer un conflit, j'essaie immédiatement de l'arrêter, parce que je sais que je ne pourrais pas le laisser gagner. Et que je suis capable du pire pour triompher de la chose, pour triompher dans un conflit. C'est pour ça qu'il y a des acteurs avec qui je n'ai pas travaillé, parce que des gens que j'aime bien, que j'estime beaucoup, je ne les citerai pas, mais je n'ai pas travaillé avec eux, parce que je savais par expérience qu'ils avaient une volonté de prendre un peu le pouvoir sur un plateau. Or, c'est pas possible, puisque le nom d'un chien, c'est pas c'est pas leur vision des choses que le film veut raconter, c'est la mienne. Et je ne peux pas les laisser, les laisser interférer là-dedans. Alors, pour éviter ça, je choisis des comédiens avec qui je m'entends. C'est pour ça que je prends souvent les mêmes. C'est que ceux-là, je sais que je m'entends bien avec eux, qu'il n'y a pas de problème, qu'au contraire, il y a de la complicité. Elle avait presque 4 ans, moins 12 jours. Bon, je suis rentrée, j'avais des paquets dans les bras. J'ai senti quelque chose contre ma jambe. Moi, j'ai pas compris que c'était elle, je sais pas ce que c'était, donc j'ai eu peur. Tu sais, c'est machinal, j'ai balancé ma jambe comme ça pour m'en débarrasser. C'était l'hiver, il y avait un poêle qui chauffait. Il y avait 2 pièces, donc j'ai déporté mes paquets dans la cuisine. Je les ai mis les uns à côté des autres, j'en ai même défait 1 ou 2, je sais plus, je me souviens plus bien. Et puis c'est seulement quand je suis revenue dans la pièce que j'ai vu qu'elle était contre le poêle. Elle bougeait pas, elle avait la joue toute cloquée. Ça m'a complètement paniquée. Moi, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, après, je suis allée chez la voisine. J'espérais qu'elle m'aidait, la garce, tu parles tout ce qu'elle a trouvé à me dire. C'est « Ah, qu'est-ce que vous avez fait ?» Bon, elle a dit qu'il fallait appeler la police. C'est elle qui a appelé, hein. Moi, j'étais dans un coin incapable de rien faire. Bon, après, les gendarmes sont arrivés, je leur ai expliqué, mais ils n'ont jamais voulu me croire. Hein. Ils m'ont mis en prison. Bon, après, il y a eu d'autres flics. Il y a eu un juge d'instruction, celui-là, j'ai jamais pu savoir ce qu'il avait dans la tête. Peut-être qu'il avait rien du tout. Au cinéma, l'émotion est un truc à peu près, qu'il est assez facile d'obtenir directement. Par exemple, dans un film de terreur, les mecs se mettent à la truc. Ce qui est beau au cinéma, enfin moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire passer l'émotion par la réflexion. C'est-à-dire qu'on passe d'abord par le cerveau, par la compréhension des choses, et c'est cette compréhension des choses qui fait naître une émotion, qui me paraît à ce moment-là plus pure. C'est comme si... moi, je veux bien qu'on pleure à des films, à condition que ce soit des larmes pures, que ce ne soit pas des trucs dégueulasses. Et ça ne peut se faire qu'au
cinéma surtout que par le truchement de la réflexion et du cerveau. Alors, sinon, c'est tellement facile de faire des films qui font oublier. Il y a une chose que je déteste quand les gens qui sortent heureux d'une salle de cinéma en disant « Pendant 2 heures, j'ai oublié tous mes soucis ». C'est bien joli, mais les soucis sont toujours là, ils vont revenir. C'est-à-dire que les 2 heures d'oubli de soucis, ça correspond à une petite dose de coke, quoi. Bon. Donc c'est un peu du trafic de cocaïne, du trafic de stupéfiants. Et ça, je m'y refuse. Je ne suis pas trafiquant de stupéfiants, je le jure. Claude Chabrol aime tourner en dérision les choses qui lui tiennent à cœur. Mais il a parfois un peu de mal à tenir la posture. Comme tous les gens de sa génération, il y a en lui un enfant marqué par la folie meurtrière des hommes qui lui rappelle que l'abjection est bien de ce monde. Dans le temps, on tue le cochon et on le faisait griller. Et on lui brûlait les poils, là. On s'amusait à sauter par-dessus le cochon qui est ici même. Là. Et c'est là-dedans, dans ce truc, qu'on... Attends. Merde, ça a complètement... ouais. Bon, c'est fini, ça a changé. Mais il y avait, là-dedans, il y avait une espèce de fenil et dessous, il y avait un trou. Alors, quand on jouait, on allait se mettre dans ce trou qui était une espèce de petit labyrinthe sous le parquet, quoi. Et c'est là que le père Perrault cachait les armes pour les maquisards du Touron. Et quand on s'en est aperçu, on est allé lui dire. Il a dit, vous occupez pas de ça. Vous aviez quel âge à l'époque? Ben, c'était 12-13, oui, c'était juste au début de la CO, donc c'est 43, ça doit 13 ans. Quoi. Et est-ce que vous vous souvenez du régiment SS qui a débarqué à Sardan en 1944? Oui, je pense que c'était réellement une partie des divisions d'Astreich, mais je crois qu'ils en avaient plein les bottes, qui sont venus, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Sans doute qu'ils attendaient des ordres ou des trucs comme ça. Ils ne savaient pas quoi faire et ils ont fait des cons. Ils sont mis à terroriser les gens. Et il y avait de quoi avoir peur, mais je veux dire, à mon avis, ils n'avaient pas d'intention mauvaise au-delà de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de foutre la trouille. Les Lieberman, ils ont passé la journée dans un arbre, enfin des trucs, mais qui à l'arrivée ont été pittoresques. Je suis sûr que les Allemands qui étaient là ont vu les Lieberman dans l'arbre et que ça leur suffisait. Moi, je pense. Hein, pourquoi ça leur suffisait? Parce que c'était bien de voir ces Juifs dans un arbre comme ça, avoir peur d'eux. Pour eux, c'était suffisant. Pas besoin de les tuer en plus. Je ne crois pas qu'ils avaient envie de faire une horreur, sinon ils l'auraient faite. Et puis, sans doute, ils ont reçu des ordres qui disaient « Alors, bande de traînards, qu'est-ce que vous foutez ?» Au lieu de rester à faire les imbéciles, dépêchez-vous de remonter, ce qu'ils ont fait. Ils sont partis d'un seul coup. Les mecs sont restés sur la place. Ben non, ils sont partis. Bon, ils sont rentrés chez eux. Mais ça a été une époque de trouille intense, parce que c'était 2-3 jours après Oradour. La chose terrible a été la descente des Fridolins au maquis du Toureau, où il y avait 18 gars, dont 15 du bled d'ici, qui avaient pris le maquis contre le STO et qui se sont fait tous descendre. Ça a été horrible, oui, ça vraiment. Et puis, bon, c'était notre façon de recevoir la guerre. Et à leur enterrement, je me souviens que c'est la seule fois où on a vu la milice. On n'a jamais vu la milice. On a vu 2 fois des Allemands, mais la fameuse milice, on l'a vu qu'une seule fois, c'était au moment de l'enterrement des
des gars du taureau. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, que le général de Gaulle allait venir s'incliner sur leur tombe. Effrayant. Les maquisards, vous les connaissiez? Ah bah oui, tous. Enfin, tous, j'en connais. J'étais très copain avec 3 ou 4, c'est-à-dire que je jouais un peu au foot, moi. Bon, j'étais tout petit, mais enfin... Alors, on jouait pas mal au foot à Cerdan. Et Gaby Brunet, qui faisait partie des types qui étaient partis au maquis après, était gardien de but du truc de Cerdan. Donc, il était... Et je me souviens qu'il est venu jouer une fois, alors qu'il était dans le... Bon, il était dans le maquis, il était au taureau. Il y avait un match important, je sais plus contre... je crois que c'est contre Saint-Hilaire ou je ne sais où. Et il était venu jouer. Et oui, c'était des amateurs. Mais enfin, c'est... Bon... C'est quand même terrible parce que 16 gosses comme ça, ils avaient 20 berges. Se faire tous descendre le même jour, c'est... Contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. 2 morts. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. 50 autres seront fusillés demain si les coupables ne sont pas découverts. Votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Aider la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Ne laissez plus faire de mal à la France. C'est le seul documentaire que je fais, et vraisemblablement le seul documentaire que je ferai jamais. Surtout que c'est pas exactement un documentaire, c'est un montage de ce qui était dit pendant l'occupation. Est-ce que vous pensez que c'est plus intéressant, est-ce que c'est plus fort de recourir à la fiction? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense que si on montrait la réalité de l'abjection de cette période, ce serait difficilement supportable. Et à mon avis, ce qui est bien, c'est d'édulcorer les choses. Je trouve que quand on arrive à créer une forme d'indignation, même pas d'indignation, même de réflexion sur un sujet avec de cette réflexion qu'elle arrive à partir de données qui sont en dessous d'une réalité, je pense que ça permet de cerner la réalité mieux. Je le crois. Bien entendu, on pourrait montrer des choses épouvantables. Mais quand on montre des choses épouvantables à la télé, c'est dans les films de gore ou des trucs comme ça, finalement, c'est pour faire rigoler. Et moi, je voudrais pas faire rigoler. Je voudrais que les gens réfléchissent. Donc, il faut pas aller jusqu'au gore. C'est un problème qui s'est traité entre Français, sous la pression allemande, pour éviter le pire. Mais vous saviez qu'ils allaient être fusillés? Oui. Oui. J'avoue, je le savais. Mais comment fallait-il faire? Dites-moi ce qu'il fallait faire face aux Allemands, qui étaient les maîtres du pays, qui eux étaient armés. Moi j'ai la réponse. Ils pouvaient faire n'importe quoi, ils pouvaient venir dans mes prisons et rafler tout le monde. Ouais. J'ai la réponse, à ce qu'il fallait faire. Il fallait pas être là. Oui. Oui, bon, qu'est-ce qu'il foutait là? Il était, il était quoi? Il était pantin des Allemands, un truc comme ça, ou ce gourmand que je connais pas. Bon, il fallait pas être là. Quelle défense imbécile, enfin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pas être là. Oui. Bon, je continue. Il me plaît cet homme-là. Voilà. J'ai fait mon devoir en évitant le pire. Je suis responsable de cet acte, mais qui m'a été imposé par la force. Vous allez me dire, vous n'aviez qu'à fuir. On me l'a dit, écoutez, un prêtre à ce moment-là m'a dit, prenez le maquis.
Pas ce soir-là, n'est-ce pas? Dans le contexte de toute cette époque. Il me disait, prenez le maquis. Je dis, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous me conseillez de déserter, d'abandonner mes camarades? de renier le serment que j'ai fait au maréchal? Ah, voilà. Cette époque me fascine beaucoup parce que la justification de toutes les crapuleries qui ont été faites, c'est Pétain. C'est l'excuse qui vient tout le temps, c'est Pétain. C'est, mais j'obéissais au-delà, j'avais fait serment au maréchal. Bon. La belle affaire. C'est extraordinaire. Et voilà. Et alors, Pétain lui-même disait qu'il n'y était pour rien. C'était les Allemands qui... Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Tout le monde n'était pas à Vichy. Tout le monde n'avait pas prêté le serment au maréchal. Non, c'est formidable comme époque. Si j'obéis pas, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont m'envoyer dans les geôles de l'État. Non, c'est bien entendu que c'est inexcusable, mais c'est à la limite de l'incompréhensible parce que ça implique soit une telle bêtise, soit une telle lâcheté, une telle inhumanité que c'est incompréhensible, quoi. Moi, j'avoue que ça me turlupine, ces trucs-là. Bonjour. Le problème, c'est dans les histoires de religion, c'est qu'on vous oblige à croire à des choses que la raison a du mal à accepter. C'est bien évident que toutes les histoires de... Bon, je ne parle pas de l'histoire de la Bible elle-même, mais même par la suite, tout un tas d'éléments, de miracles, de trucs comme ça, on a du mal à y croire. Alors, donc, il faut y croire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont trouvé, ce mot admirable de la foi. Donc là, il faut avoir la foi. Mais alors, il ne s'agit pas de foi en l'être humain, c'est-à-dire une foi en une chose qui est proche de vous, mais une foi en quelque chose qui est censé non seulement transcender, mais dépasser, mais être le maître, le quoi, comment on l'appelle? On l'appelle le Seigneur. Bon, je n'ai pas de Seigneur, je suis désolé. Ça ne m'énerve plus. Ça m'a énervé un moment parce que j'avais l'impression d'avoir été dupe. En réalité, je n'avais pas été dupe. C'était une évolution normale. C'était comme ça que ça devait se passer. Maintenant, je n'irai plus faire de fausses confessions, des trucs comme ça, parce que j'étais jusque-là. J'étais tellement accroché que pour me décrocher, j'étais obligé de tirer violemment, quoi. Pardon de vous déranger, monsieur Mons, mais un groupe de jeunes comédiens va jouer en ville dans 8h30, une pièce de théâtre. Et alors? Eh bien, ce chef-d'œuvre s'intitule Notre Père qui es aux cieux. Je ne vois pas. Oh merde. Je ne vous le fais pas dire. La pièce tourne en province, sauf quand elle est mise à la porte par les municipalités dignes de ce nom. Il paraît que le texte est ordurier. Bien. Laissez-moi un moment. Je viendrai à 14h au presbytère. Voilà. Blasphème. Chaque fois, juste avant de me marier, je disais « Je suis Dieu, plus connu sous le nom de Claude Chabrol. » Oui. Non, non, mais je veux dire, le Dieu, je m'en fous. Franchement, non seulement je n'en ai pas besoin, mais il me gêne. Bon, c'est une notion qui me gêne pas pour mon confort, pour mon effort.
Depuis quelques années, Claude Chabrol s'est installé en Bretagne, un autre pays granitique. Il y croque la vie en s'amusant, comme l'enfant libre qu'il est toujours. Alors, il faut aimer la démocratie. Votre enveloppe en début de table, monsieur. Son appétit de cinéma ne faiblit pas. Il continue d'y traquer avec gourmandise tout ce qui ressemble à la bêtise ou à la crapulerie. Alors, tant que Chabrol tournera des films, il y aura toujours un provocateur débonnaire pour combattre l'hypocrisie, la lâcheté et les tentations totalitaires. Monsieur Chabrol, Claude. Oui, faut voter. À voter. Ici, s'il vous plaît. Yvon, remets-nous la fin de la Tosca, s'il te plaît. Je ne me fais aucune illusion sur la profondeur de la connerie humaine.